C'est toutes des bobines. Un inducteur, c'est tout des bobinages qui est à l'interne. Ici, ils sont fermés le plus souvent possible pour justement protéger les alentours du champ magnétique, pour pas que ça affecte les autres pièces alentours. Mais ça reste des inducteurs. Bonjour à tous. Là, on commence pour la formation. Excusez-moi du retard, mais j'ai été beaucoup de choses, un petit peu surchargé. Ces dernières journées, j'ai travaillé tout le week-end. Juste samedi que j'ai pris congé, me reposer un peu. Mais j'ai travaillé dimanche toute la journée. Là, on est mardi. Je vous avais promis pour hier, puis là, je suis en retard. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Je vais faire ça aujourd'hui. On va commencer à parler aujourd'hui des inducteurs avec de l'inductance. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Je vais parler aussi des diodes. Ça, c'est très important. Des diodes peuvent venir en court-circuit. Mais en court-circuit, ils peuvent arrêter de fonctionner, puis ça peut créer justement des courts-circuits. Je vais vous parler aussi des différents types de diodes. Pas tout au complet. Mais des diodes qu'on voit le plus souvent. J'essaie de me concentrer sur les choses qu'on voit le plus souvent. C'est comme les inducteurs. Les inducteurs, là, la dernière fois que j'ai remplacé ça, jamais. J'en ai réparé une couple de fois sur des blocs d'alimentation, des PS4. Je me souviens, c'est sur des PS4 qui avaient tombé par terre. Puis que l'inducteur a un gros enroulement, là. De ce genre-là. Avait carrément dessoudé de la carte ou coupé ici. Puis ça m'est déjà arrivé sur d'autres petites tartes aussi, que le fil était coupé de l'inducteur. Ça, mais je ressoude tout ça en place et ça repart comme un œuf. C'est un enroulement de fil. Je reviens sur les diodes. Sur les diodes, on va parler des diodes standards qu'on voit souvent. Des diodes Zener qu'on voit aussi assez souvent. Puis il y en a quelques autres qu'on va regarder, mais il y en a différentes sortes. Je pense qu'il y en a 8 au total. Mais nous, on va regarder celles qu'on voit le plus souvent, qu'on travaille le plus souvent. Puis finalement, on va terminer sur les transistors, mais je pense que ça va être encore une fois un cours à part. Parce que les transistors, il y en a beaucoup à dire là-dessus. Il y a les transistors bien standards, il y a les MOSFET, que je m'amuse à dire MOSFET, dans ma tête. Quand je dis trop vite, je le dis à l'envers. Riez pas drôle. Puis, il y en a bien gros à dire là-dessus. Il y a bien des fois qu'on remplace ces pièces-là. Bon, on commence avec ça. C'est quoi un inducteur? En explication très rapide, là, je vous dirais que c'est comme un condensateur qui emmagasine de la tension à l'interne, du courant à l'interne. Le condensateur électrolytique, il va emmagasiner des électrons dans son noyau comme tel, avec le liquide et puis le montage qui est à l'interne. Un inducteur comme ça va emmagasiner du courant, mais dans un champ magnétique. La différence entre condensateur électrolytique ou encore condensateur céramique, c'est la même chose aussi, là, et inducteur ici, c'est la rapidité d'exécution. Ça, là, c'est extrêmement rapide. Puis surtout, un inducteur aime pas un courant qui est inversé, un courant qui est changé comme tel dans le temps. Il va tout essayer pour corriger ce problème-là. Fait que comment ça fonctionne? Dans un circuit, j'ai regardé parce que je vais toujours m'inspirer sur d'autres choses. Il y avait une belle petite vidéo que j'avais trouvée sur le fonctionnement des inducteurs parce qu'il se dit pas grand-chose là-dessus. Là. C'est utilisé partout. Je vais vous montrer une image de toutes sortes d'inducteurs qu'on pourrait rencontrer. Ça, c'en est un. Je vais vous mettre cette top cam ici. Mais dans une carte comme ça,
Dans une carte comme ça, eh bien, imaginez-vous que ça, c'est un inducteur. 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 Ça. C'est toutes des bobines. Un inducteur, c'est tout des bobinages qui est à l'interne. Ici, ils sont fermés le plus souvent possible pour justement protéger les alentours du champ magnétique, pour pas que ça affecte les autres pièces alentours. Mais ça reste des inducteurs. On pourrait carrément appeler un condensateur un genre d'inducteur, là, mais c'est pas par induction que c'est emmagasiné, c'est différent. Donc, mais c'est comment est-ce que c'est monté ça? Y en a-tu d'autres? Il y en a qui ressemblent à des... je n'avais vu un hier, en plus, sur un circuit que j'avais ouvert. Ça ressemble à des résistances qu'on connaît bien, là, avec des tiges, là. Pas ces résistances-là. Ça ressemble à une résistance. Il y en a d'autres. C'est rond, noir, ça monte, ça ressemble à un condensateur, mais c'est des inducteurs. Vous voyez en ce moment l'image à l'écran de à peu près toutes les sortes d'inducteurs, puis je suis à peu près sûr que c'est pas tous ceux-là qui sont là, là. Il y en a bien plus que ça. Mais en gros, c'est ça. Dans un système électrique, à quoi ça sert? Ça va servir à maintenir le courant dans le système. Si, au départ, quand que l'inducteur va charger, il va être long à partir, mais un coup qu'il va être parti, la tension va passer dans lui, va laisser faire le reste à côté, parce qu'il est capable de le rouler. Mais si jamais on coupe le circuit, tout ce qui se trouve dans l'inducteur va être automatiquement redirigé dans le circuit pour alimenter ce qui devait être alimenté. Fait que c'est ça, on pourrait dire que c'est un atténuateur, un atténuateur comme tel. Il va fonctionner puis il va se vider comme ça, mais ça se fait à une vitesse là on peut pas voir là. Elle se fait à une vitesse vraiment rapide. Un autre champ où ce qu'on utilise beaucoup les inducteurs, c'est dans les fréquences. On est capable de séparer les fréquences avec les inducteurs, tout dépendant la valeur qu'ils ont et ainsi de suite. On va retrouver ça près des antennes. Des antennes, on va retrouver des inducteurs pour aller chercher vraiment un range de fréquences seulement, et non pas aller chercher tout ce qui peut exister. On va utiliser ça aussi dans les haut-parleurs, dans les circuits qu'on appelle les crossovers. Excusez le terme anglais, je ne sais même pas c'est quoi le terme français de ça. Un crossover, c'est un circuit électrique qui va séparer les hautes, les moyennes et les basses fréquences dans un haut-parleur et rediriger les fréquences dans les haut-parleurs qui nécessitent ça. Le subwoofer, en bas, le gros, c'est les basses fréquences. Le mid-range qu'on appelle dans le milieu, c'est les fréquences moyennes. Et les tweeters, c'est les hautes fréquences. Ça va être utilisé beaucoup pour séparer. En combinaison, il y a d'autres choses qui sont utilisées avec ça, là, mais ça va être utilisé pour ça. On pourrait passer un cours complet juste à étudier ça si quelqu'un voudrait faire des crossovers, les monter. Je vous suggère de faire des recherches là-dessus si vous voulez travailler dans ce domaine-là. Il y en a beaucoup à apprendre parce qu'il y a une échelle de mesure. Ça se mesure, ça, en plus. En ce moment, si on le mesure avec un multimètre, tout ce que je vais comprendre, c'est que c'est un circuit fermé. Puis, c'est pratiquement 0 ohm. C'est un enroulement de fil sur, on pourrait dire pas un aimant, mais un anneau métallique à l'interne. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Si on le mesure avec un multimètre, tout ce que vous allez voir, c'est que c'est un enroulement, ça va être 0 ohm. Souvent, ils vont montrer 1 ohm, 1.5 ohm. C'est pratiquement la résistance que vous avez dans vos fils de multimètre qui va vous montrer. Et non pas ça. Ça, c'est direct. Par contre, il y a un outil qui permet de mesurer ça, c'est la valeur de ça. Puis s'assurer qu'ils sont dans la bonne valeur, autrement dit, dans le bon range qu'on appelle. C'est mesuré en Henry. J'ai pas été voir pourquoi, par contre. Je me souviens même pas pourquoi est-ce qu'il avait nommé ça comme ça. C'est probablement à cause du nom d'une personne, encore une fois.
Mais c'est mesuré en micro-henry. Si jamais il va vous indiquer que ça, c'est 40 micro-henry, mais avec l'outil comme tel, vous allez pouvoir le mesurer. Mais ça prend vraiment un outil spécifique à ça. On en change tellement pas que je connais même personne encore qui a ça, qui utilise ça pour les vérifier. Mais à part de ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que j'ai pas grand-chose de plus à dire que ça pour les inducteurs. On va en retrouver beaucoup dans les blocs d'alimentation. Écoutez, là, je pense que j'en ai un. J'en ai un ici. Que lui, il est mort, là. On peut pas rien faire, là. Regardez-moi le nombre d'inducteurs qu'il y a là-dedans. Ça. Celui qui est là, il était là. Je l'ai pris comme exemple. Puis je suis sûr qu'il y en a d'autres plus bas. De d'autres sortes. Que c'est même pas des... Oh oui, j'en ai des petits ici en bas. Je sais pas si on peut le voir, là. Là, ici. Il y en a un plus petit, là. Il y en a de toutes les sortes. C'est des enroulements de fils. Pourquoi c'est utilisé beaucoup là-dedans? C'est que ça réagit rapidement. Ici, on a plusieurs types de tension dans le système. Fait qu'il est capable de fournir si jamais il y a un manque quelque part, ou encore pour régulariser la tension. Fait que les inducteurs, c'est utilisé beaucoup ici. C'est utilisé beaucoup sur les cartes mères d'ordinateur. Il y en a un peu partout. Mais comme je vous dis, jamais on change ça. Je pense que pour les inducteurs, on va arrêter ça là. À moins que quelqu'un me dirait, hey, parle de ça, on va étudier cette partie-là. Mais moi, ça fait quand même plusieurs années que je suis là-dedans. J'ai rarement eu à travailler avec ça. Comme je vous dis, les seules fois que j'ai travaillé avec ça, c'était pour ressouder les pattes qui avaient lâché. À part de ça, là, ça use pas. C'est un enroulement. Comment voulez-vous que ça use? Comment voulez-vous que ça brise? C'est juste un enroulement, ça. Fait que, pour les inducteurs, on arrête là. On continue avec les diodes. À quoi servent les diodes? De base, une diode permet à la tension le courant de circuler que d'un seul côté d'un circuit. Si la tension, pour une raison ou une autre, ou le courant est inversé, ça ne fonctionnera pas. Il ne laissera pas passer. Rapidement, là, on peut comparer ça à un clapet anti-retour qu'on a dans les maisons pour justement ne pas avoir de refoulement d'égout dans la maison. Souvent dans les maisons, les égouts, on a un genre de clapet qui est dans le tuyau principal des égouts. Puis, quand l'eau part de notre maison, s'en va vers les égouts, il n'y a pas de problème. Le clapet va ouvrir et va laisser passer l'eau. Venant une inondation ou quoi que ce soit, ou une grosse averse et ainsi de suite, et que l'eau provenant des égouts décide de revenir vers la maison, si on n'a pas un clapet anti-retour qu'on appelle qui ferme, qui empêche l'eau de passer, on a un problème. Ça va sortir dans la maison. Tandis que le clapet va vous protéger contre ça, justement. Ben, une diode standard, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Ça laisse passer le courant d'un seul côté et non pas de l'autre. Comme j'ai des petites choses de monter ici, là, mais je vais vous prendre une diode comme ça, qui est une diode standard, puis je vais vous montrer un petit peu... on va mettre ça de côté parce qu'on va y revenir tantôt. Comment ça fonctionne, comment c'est fait une diode comme telle. Une diode standard comme ça c'est une 4007. C'est ça. C'est une IN 4007. C'est une diode bien standard qu'on va l'utiliser dans les circuits là, pour protéger justement des retours de tension, des choses comme ça. On peut en mettre un dans un circuit pour empêcher que la tension, pour une raison ou d'une autre, revienne puis vienne endommager des composantes.
Donc ça va bloquer. Ça va le laisser passer sur un bord, mais pas de l'autre sens. Ça va bloquer pour ça. C'est une protection que ça peut faire comme ça. Une diode, c'est surtout à ça que ça sert. Et ça sert aussi à redresser une tension AC. Une tension AC, on le sait depuis le début, c'est une tension qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Mais avec une série de diodes, on pourrait dire 4 diodes, on est capable d'aller chercher seulement le côté positif, seulement le côté négatif, le séparer en deux et faire une tension continue, autrement dit. En AC, rapidement comme ça, si on branche du 120 AC, puis on convertit ça avec 4 diodes, ça va se transférer généralement entre 160 et 170 volts DC. Donc, ça va nous amener la tension en DC. Une diode comme telle, comme ça, est faite toujours du même sens. Autrement dit, on a le côté d'entrée ici qui est positif, qu'on appelle cathode, qu'on appelle anode, excusez. Et on a le côté négatif ici, qui est toujours représenté par une bande, qu'on appelle cathode. Anode positif, cathode négatif. La tension doit rentrer de ce côté-là et doit sortir par là. Si jamais la tension arrive par là, elle va arrêter là. Elle n'ira jamais de l'autre côté. Fait que, elle va passer par là, puis elle va aller par là. Un petit exemple que j'ai fait avec notre circuit qu'on avait fait là, pour la diode comme ça ici. Je vais me remettre dans Top Cam. Ici. J'ai été brancher une diode standard qu'on a ici. On va essayer de le prendre par le microscope, on va le voir bien comme il faut. J'ai juste fait passer une diode standard dans le positif. Si on s'en vient ici. J'ai fait passer une diode standard dans le positif qui sort là, puis qui s'en va dans ma DEL, autrement dit, ma diode électroluminescente. Et ça s'appelle, oui, c'est une diode ça. C'est pour ça que ça fonctionne que d'un seul côté. Si je viens inverser ça ici, je prends ça, je l'inverse, rien qui se passe. Elle n'allume plus. Elle ne fonctionne plus. C'est tout à fait normal, une diode de tension ne passe que d'un seul côté. Si je la remets comme elle était, et elle rallume encore une fois. Là, ça fonctionne. J'ai rajouté une diode comme ça. J'ai fait poser là, passer là, puis elle retourne à la masse de l'autre côté. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Même chose si je prends ma diode ici, que je viens l'inverser. Il n'y a rien qui marche. Marche plus du tout. Vous voyez le côté, ça c'est négatif, mais là ça c'est positif. Donc il y a quelque chose qui marche pas là. Je suis dans le bon là? Oui. Bon. Et voilà. Je l'ai remis du bon sens. La lumière repart. Fait que c'est une protection. Autrement dit, ça empêcherait cette belle-là de brûler si jamais il y a quelque chose qui se passe de pas correct, et ainsi de suite. On va en rencontrer souvent dans les circuits, un peu partout, pour protéger les circuits, justement. Deuxième type de diode qu'on a. Celle-là est plus importante. C'est une diode Zener, ici. Avant d'aller plus loin, on a dit ici que c'était la... On va aller chercher la petite, excusez-moi. Une 4007. IN 4007. On va aller voir ses informations à elle. Comment est-ce qu'on peut déterminer si on veut remplacer une diode dans un circuit, si c'est la bonne ou pas la bonne? Dans le cas d'une diode standard, c'est pas vraiment compliqué. Une diode comme ça, là, une IN 4007 est capable d'accepter une tension assez élevée. On va aller voir justement celle-là, c'est quoi? IN 4007. On va aller dans Screen Capture. Puis je vais faire IN 4007 Datasheet. On va aller voir les informations de ça. Souvent, moi, je vais passer... Ici, il y a plein d'informations, là, puis il y en a qui sont dures. Il y a tellement de publicité sur les choses. J'aime mieux passer par, supposons,
Moser ici, je viens cliquer là. C'est une diode standard qu'on utilise tout partout. On s'en vient là. 4007 est là. Ça c'est en volt peak repetitive reverse voltage. Une 4007 est capable d'accepter jusqu'à 1000 volts. Donc, c'est utilisé tout partout, ces diodes-là, pour justement les standards. Si on a une 4001, dans ce cas-là, c'est 50. Après ça, c'est 100, 200, 400, 600, et ainsi de suite. Celle-là, elle utilise jusqu'à 1000 volts. Fait que, vous savez que vous pouvez l'utiliser dans vos circuits. Il n'y a pas de problème, ça va fonctionner number one. Pas de trouble là-dessus. On retourne à ça ici. Une prochaine diode. Une diode Xener qu'on appelle. C'est quoi une diode Xener? Une diode Xener, au départ, c'est identique à la diode qu'on vient de voir, la standard. Si on l'utilise dans la même configuration, autrement dit, positif, négatif ici. Je peux la prendre. Enlever mon circuit ici. Utiliser celle-ci. Elle va fonctionner exactement sur le même principe. Elle fait clignoter ma lumière, là, c'est mes contacts qui ont de la misère. Yeah. Bon. Elle fait fonctionner ma lumière identique. Si on se met dans le mode caméra, vous allez le voir. Elle est comme ça. Elle est parfaite comme ça. La différence, ces diodes-là sont souvent utilisées à l'inverse. Celle-là, je ne sais pas c'est quoi sa valeur. Si je la branche, elle ne laisse pas passer la tension. Mais on va aller voir c'est quoi son numéro, elle. Je peux-tu voir son numéro? C'est microscopique. Hein? Elle est dure à lire. Elle est dure à lire, tabarouette. Vous ne pas d'avoir la valeur. En tout cas, une diode Xener fonctionne à l'inverse dans un circuit. Sa différence qu'elle a, c'est que quand elle va atteindre une certaine tension, elle va laisser passer la tension. Autrement dit, si cette diode-là aurait été 5.1 volts, c'est sa tension Xener. Autrement dit, où ce qu'elle commence à laisser passer à l'inverse. À partir de 5.1 volts, elle aurait laissé passer la tension. Mais si elle demande plus haut que ça, mais là, il passera pas. Parce que moi, j'ai pas 5.1 volts qui sort par là. Je pense que c'est 5 volts du 4.8. Mais qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de stabiliser la tension là, d'une précision là, presque chirurgicale. On est capable de dire que cette tension-là qui va aller là, c'est 5.1 volts et ce sera pas plus. Ça va être utilisé souvent dans des circuits comme des convertisseurs ou des transistors 7805 pour convertir supposons 9 volts en 5.1 volts. Ça va être utilisé là-dedans. Fait que à un certain voltage, elle va laisser passer la tension, puis là, la lumière va allumer de l'autre côté. Ça fonctionne très rapidement. On voit que celle-là va demander beaucoup plus que ça. La vérification d'une diode Xener se fait exactement comme une diode standard. On vérifie d'un côté comme de l'autre pour voir si la tension passe sur un côté et non de l'autre, selon l'anode et la cathode. C'est identique. Le deuxième test qu'on peut faire, par contre, c'est de mettre les diodes Xener sous charge sur un circuit exemple, puis envoyer une certaine tension. Ça prend un petit peu plus de choses à vérifier, là. Ça nous prend une bonne résistance, ça nous prend un bloc d'alimentation, ça nous prend des diodes Xener à vérifier et ainsi de suite.
Mais on est capable d'aller voir si on arrive dans les valeurs de tension qui seraient supposées d'avoir. J'ai pas les diodes. Là, je vais me commander certaines pièces parce que j'ai manqué de temps. Je vais me commander certaines pièces pour pouvoir qu'on fasse des tests prochain coup que je vais vous montrer sur un board. Sur le Freezing, c'est pas évident. Pas évident à tester. J'ai même commencé à chercher pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose d'autre que je pourrais utiliser. Un genre de logiciel qui nous permet de monter des circuits puis de les tester pour voir s'ils fonctionnent bien. Je vais vous revenir avec ça. Mais je pense que pour aujourd'hui, là, on a vu quand même pas mal. Je vais continuer. Je veux aussi arriver le plus rapidement possible à la formation pour le multimètre. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous allez avoir besoin rapidement. Parce que là, on commence à tomber dans des choses qu'on fait des tests. On va utiliser la loi d'Ohm, les calculs, pour trouver justement les diodes Zener, quelle résistance mettre dans le circuit selon la tension. Puis, c'est ça. Pour aujourd'hui, c'est ça. Je pense que ça en fait quand même déjà beaucoup, là. Essayez d'assimiler le maximum. Vous avez vu le fonctionnement aujourd'hui. On va essayer de l'appliquer le plus possible dans les prochains cours. Merci.